Bienvenue dans cette troisième vidéo de la série DVWA où nous allons voir ensemble l'attaque injection SQL. Donc comme le nom de l'attaque l'indique, on est toujours dans le cas de l'injection, tout comme l'injection de commande de l'épisode précédent, mais cette fois-ci il s'agira d'injection au niveau de la base de données. L'attaque elle consiste en tant qu'attaquant à créer ses propres requêtes SQL à travers des champs utilisateurs disponibles sur l'application. Les entrées de l'utilisateur sont ensuite utilisées en back-end dans les requêtes SQL pour interagir avec une base de données. Si le code du côté serveur qui interagit donc avec la base de données n'inclut pas les sécurités nécessaires et par exemple crée la requête dynamiquement à partir de ce que l'utilisateur a fourni, ce dernier va pouvoir créer ses propres requêtes SQL et exécuter ces requêtes. Ça va lui permettre d'impacter la confidentialité de la base des données en lisant les données, ainsi que l'intégrité et la disponibilité de celles-ci en les modifiant ou supprimant. Au final, l'intégrité entière de la base de données peut être impactée en fonction des requêtes que l'utilisateur initiera à travers l'attaque. Je suis maintenant sur la machine Kali Linux pour me connecter à l'application DVWA et je configure le niveau Low dans un premier temps. Je me rends dans l'onglet SQL Injection. On peut voir que la fonctionnalité elle demande un ID utilisateur, donc je peux essayer de rentrer 1 et d'envoyer le formulaire. On voit que en retour, il me renvoie des données qui sont probablement stockées en base de données. Et en fonction de l'ID que je rentre, les données seront différentes. Et si je rentre par exemple 50, il ne me renvoie rien, donc je suppose qu'il n'y a pas d'utilisateur avec l'ID 50. On peut également voir que les paramètres sont envoyés dans une requête get ici. Ensuite, je peux essayer d'analyser le code du côté serveur qui est donc exécuté en back-end. On peut voir qu'il récupère ce que moi je passe dans le paramètre ID. Donc par exemple, la dernière requête c'était 50, donc ici il récupère 50. Ensuite, il vérifie la base de données utilisée en back-end. Donc dans mon cas, c'est MySQL. Il va créer la requête, donc à partir d'un string où il va intégrer dynamiquement ce que l'utilisateur a rentré, donc par exemple ici le 50, il va exécuter la requête, ici il va récupérer les résultats, et ensuite il va renvoyer à l'utilisateur les différents résultats, donc par exemple ici rien vu qu'il n'y a pas d'ID 50, mais si je rentre 1 à nouveau, on voit admin et admin. Donc comment va-t-on pouvoir exploiter l'entrée utilisateur pour exécuter nos propres requêtes SQL ? Bien, on a vu que dans le code source, ici la requête était créée à partir de ce que l'utilisateur a rentré. Mais ici, la création est dynamique. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris dans un bloc-notes la même requête dans le code source et j'ai enlevé le surplus PHP, c'est-à-dire les doubles guillemets autour et le point virgule, pour obtenir la vraie requête SQL qui est exécutée en back-end, avec donc l'ID utilisateur rentré. Donc une requête légitime, ça serait par exemple je rentre 3 et la requête suivante est exécutée. Donc par exemple 3, j'obtiens bien un résultat qui paraît tout à fait légitime. Par contre, quand je rentre quelque chose d'un peu plus bizarroïde, comme une entrée comme ceci, que va-t-il se passer? Et ben voilà, je soumets la requête et j'obtiens bien admin et admin, je tiens une entrée, mais j'obtiens également toutes les autres entrées de la base utilisateur. Alors pourquoi ça m'a renvoyé cela en fait? Il faut savoir qu'ici il y a un statement where, donc une condition qui fait que ça va me renvoyer le first name et last name des utilisateurs qui ont un user ID de vide ou de 1 égale 1. Et 1 égale 1, c'est un statement qui est toujours vrai, et donc c'est comme si le where n'était pas pris en compte, ce qui fait que je vais recevoir tous les first name, last name de la table utilisateur, autrement dit toutes les données de la table utilisateur, en tout cas les champs first name et last name. Juste en dessous, j'ai un statement que je peux également rentrer qui va renvoyer la même chose. Donc le caractère dièse, il permet de commenter ce qui est après la requête pour que ça soit juste pris comme commentaire et pas exécuté. J'ai ensuite d'autres payloads, donc qui sont les données que je vais rentrer et qui me permettent d'exploiter la vulnérabilité, qui vont me permettre de récupérer d'autres données. Par exemple, le payload suivant va me permettre de récupérer les hashes des mots de passe des utilisateurs. Donc par exemple pour admin, je vais obtenir ce hash là, pour Gordon B ce hash là, et ensuite je vais pouvoir essayer de craquer ces hashes pour trouver moi-même les mots de passe des utilisateurs. Un autre payload ici va me permettre également de récupérer les mots de passe, c'est juste qu'il est légèrement différent,
Et le dernier payload va me permettre de récupérer la version de la base de données. Donc ici, on voit que c'est la version 8.0, etc. de la base de données. Donc en fonction des requêtes que je vais effectuer, je vais pouvoir récupérer beaucoup d'informations sur cette base de données. Je peux maintenant passer au niveau médium et retourner sur le menu de l'injection SQL. Donc je peux voir dans un premier temps que le menu a légèrement changé. Maintenant j'ai une sélection qui est possible de l'ID utilisateur que je peux soumettre. Donc je vois que j'obtiens à peu près le même résultat qu'avant. Je notifie également que les paramètres ne sont plus passés en get, et quand je vérifie, ils sont bien passés en fait en requête post. Si je vais dans la requête, je peux voir que l'ID 1 a été soumis dans la requête comme paramètre, et également submit égale submit. Donc je vais pouvoir maintenant utiliser un proxy, notamment Burp Suite, pour intercepter ma propre requête, la modifier avant de l'envoyer au serveur. Ça va me permettre de ne pas me limiter au menu sélectif ici. Donc Burp est déjà lancé dans mon cas. Je vais activer ici le proxy également et soumettre une requête. Donc là elle a été envoyée mais je l'ai interceptée, donc le serveur ne l'a pas encore reçue. Je peux essayer dans un premier temps de reprendre un payload utilisé dans le niveau low et de le soumettre au paramètre ID, comme si en fait j'étais au niveau low précédent. J'envoie la requête mais je vois que rien ne m'est retourné, donc je suppose qu'il y a eu une erreur en back-end qui fait que rien ne m'a été retourné. Je peux maintenant essayer de retourner en arrière pour essayer de comprendre le code, pour voir s'il y a quelques différences par rapport au niveau low. Donc je remarque qu'il y a toujours la requête ici qui est créée dynamiquement. À noter qu'il n'y a plus de simples guillemets autour du paramètre ID, donc de l'entrée utilisateur. Il y a également une fonction qui est utilisée en plus sur le paramètre ID, donc MySQL Real Escape String, qui permet en fait d'échapper certains caractères spéciaux, donc que j'ai noté dans un autre fichier juste ici en dessous. Donc tous les caractères ici seront échappés, c'est pour assainir en partie les entrées, mais on va voir que certaines entrées qui n'utilisent pas ces caractères vont permettre toujours d'exploiter en fait la vulnérabilité. Donc ici j'ai à nouveau écrit la requête dans le code PHP et également la requête SQL en enlevant le surplus PHP. Et si par exemple je prends l'ID ici, donc je vais rentrer ça dans la requête, on va voir que la requête va donner ceci. Dans la requête, il n'y a évidemment pas les caractères qui sont filtrés par MySQL Real Escape String, mais j'ai quand même pu modifier la requête à ma guise. Donc je vais essayer de rentrer ça dans Burp Suite à nouveau. Je réactive le proxy, j'envoie la requête. Je modifie le paramètre ID avec ceci. Je forward et on voit que j'obtiens à nouveau la liste de tous les utilisateurs, donc leur nom et prénom dans toute la base de données. Je peux également utiliser le payload suivant dans la requête. Donc je soumets à nouveau la requête, je modifie l'ID et je transfère la requête au serveur et j'obtiens ici à nouveau les noms d'utilisateurs et le hash de leur mot de passe respectif. Donc la vulnérabilité est toujours présente. Je peux maintenant essayer de passer au niveau élevé et d'exploiter à nouveau la vulnérabilité. Donc tant que je ne suis pas au niveau impossible, il y a normalement un moyen d'exploiter la vulnérabilité. Donc, je peux voir que le code client a également légèrement changé. Ici, quand je clique dessus, ça m'ouvre une nouvelle page et je peux rentrer à nouveau un ID. Et on voit qu'on me renvoie à nouveau les informations de l'utilisateur avec l'ID 2. Je peux jeter un coup d'œil au code source. Je vois directement que la fonction MySQL Real Escape n'est plus utilisée, donc pour filtrer certains caractères, les échapper. Et la requête ici est à nouveau forgée dynamiquement avec ce que l'utilisateur a rentré. Il y a le retour des simples guillemets pour le paramètre utilisateur. Et il y a le limit one qui est ajouté, qui permet de limiter ce qui est renvoyé à l'utilisateur à un seul résultat. Donc le but ici, ça va être de justement bypasser ce limit one en commentant celui-ci pour éviter qu'il ne soit compris dans la requête. Pour cela, je peux à nouveau me retrouver sur cette page-ci, réactiver Burp et retourner sur le proxy. Donc là, je vais le réactiver comme ceci. J'ai également préparé une liste de payloads. Donc je vais utiliser le payload ici, donc avec un statement OR 1 égale 1 qui est toujours vrai.
et ensuite le caractère dièse pour commenter ce qui se trouve après la requête, dans ce cas-ci le limit one. On voit que la requête en fait donnera ceci, on sélectionne à nouveau les champs nom et prénom de la table utilisateur où l'id est vide ou que 1 égale 1, ce qui est toujours vrai, donc ça renverra l'entièreté de la table utilisateur. Et on va commenter avec le dièse le limit one. Donc notre vraie requête s'arrêtera en fait ici au point virgule. Je peux essayer à nouveau de rentrer ceci, submit, en fait j'avais pas besoin de burp, donc ici je peux transmettre la requête directement. Et on voit que ça me retourne bien l'entièreté de la table utilisateur. Je peux rentrer également ceci pour obtenir les hashes des mots de passe. Donc je vais forward ici, j'ai pas besoin de burp, là je pourrais le désactiver, mais c'est pas grave, je vais juste forward les requêtes. Et on voit que j'obtiens bien à nouveau les hashes des mots de passe de tous les utilisateurs. Donc on a pu voir que en fonction de comment la requête est traitée en back-end et écrite en back-end, parfois il faut rajouter un petit caractère, voire plusieurs pour exploiter la vulnérabilité. Donc parfois ça peut mettre du temps de trouver en fait, comme on n'a pas accès au code serveur, ce qui peut permettre l'exploitation. Donc il existe un outil SQLmap qui permet d'automatiser les tentatives d'exploitation d'injection SQL. Je vais vous montrer cela tout de suite. Donc tout d'abord je me remets en niveau low, bien que ça fonctionne dans tous les niveaux exploitables, donc low, medium et high. Et je retourne sur l'onglet SQL Injection. Je vais copier ici l'URL légitime que je vais venir utiliser avec l'outil SQLmap. Donc ici on voit que j'ai déjà fait la commande précédemment, mais je la refais pour vous montrer ça. Je vais copier l'URL. Ensuite je vais passer les différents cookies qui vont être utilisés notamment pour se connecter à l'application en récupérant mon ID de session. Pour cela je me rends ici dans l'onglet Storage et je récupère mon PHP SysID que je vais venir copier juste ici. Je vais également rentrer l'autre cookie security égale low et je peux soumettre la requête. Là, on voit qu'il teste la connexion, tout semble avoir fonctionné, il a rentré les payloads suivants, donc, qui sont des payloads parfois très étranges. Je peux ensuite rajouter le paramètre DBS pour récupérer les bases de données. On voit qu'il me récupère deux bases de données. Moi, je vais utiliser la base de données DVWA, donc pour cela, -d majuscule DVWA, et je vais récupérer les tables avec un paramètre en plus. On voit qu'il me récupère deux tables. Moi, celle qui m'intéresse, c'est la table user. Donc on va chaque fois un petit peu plus loin. Moi je veux récupérer cette fois-ci les colonnes de la table user. Je rentre donc le paramètre -columns. Et enfin je vais préciser que moi je suis intéressé par les colonnes utilisateur et mot de passe. Et je veux qu'il me dump le contenu de ces tables. Est-ce que je veux stocker les hashes? Oui. On peut craquer ensuite les hashes récupérés dans la base de données. Moi pour le moment je vais passer ça et on voit qu'il m'a stocké les hashes, qu'il m'a stocké les données, en tout cas de la base de données dans le fichier là. Je vais l'afficher maintenant et on va voir qu'en fait il a vraiment récupéré le contenu, donc c'était beaucoup plus rapide et en général ça permet d'automatiser vraiment les attaques d'injection SQL. Donc hop, on voit qu'il m'a récupéré les 5 utilisateurs de la base de données et le hash des mots de passe. Donc finalement je peux passer au niveau impossible pour voir les bonnes pratiques à mettre en place pour se protéger des injections SQL. Donc je regarde directement le code source, l'ID utilisateur est à nouveau toujours évidemment récupéré. Ici on va déjà vérifier en fait que l'utilisateur a rentré ce pourquoi la fonctionnalité est prévue. Donc on va d'abord regarder qu'il a bien rentré un nombre, on s'attend vraiment à recevoir un ID, donc un nombre. On va ensuite convertir l'ID, s'il n'est pas un entier, en un entier. Donc par exemple, si je rentre 2.01, il va le convertir en 2 et me renvoyer les données de l'utilisateur avec l'ID numéro 2. Ensuite, la protection, elle va se faire principalement ici. On va utiliser en fait une fonctionnalité qui s'appelle les requêtes préparées, qui permettent de séparer en fait le code des données de l'utilisateur et donc ne pas mélanger les deux pour que l'utilisateur ne manipule pas la requête. Donc dans un premier temps on prépare une requête, dans celle-ci on va utiliser un placeholder qui sera ensuite remplacé avec les données utilisateurs. Donc ici on voit que le ID ici correspond en fait à cet ID là avec les données utilisateurs, on précise qu'il s'agit d'un entier.
et ensuite on exécute la requête dans un second temps. Donc si l'utilisateur rentre quelque chose de littéral qui utilise des apostrophes ou qui utilise des statements SQL pour essayer de modifier cette requête, par exemple des OR, des union, ils seront interprétés littéralement comme paramètres de l'utilisateur, et donc les injections SQL ne seront pas possibles. A noter qu'on utilise également limit one, on s'attend en effet à recevoir un seul utilisateur en retour, donc on limite au maximum également cela. Et ensuite on va afficher à l'utilisateur les données. Donc je répète, les requêtes préparées sont exécutées fonctionnent en deux temps. On a d'abord la préparation et puis l'exécution. Donc les données sont séparées du code, ce qui fait que les injections SQL ne sont plus possibles. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu les différents niveaux d'exploitation d'injection SQL. Maintenant, on arrive à la conclusion. Donc pour résumer les différents niveaux, on a vu que dans le niveau low, il n'y avait aucune protection. La requête était écrite telle qu'elle dans le code. Donc l'utilisateur pouvait manipuler comme il voulait l'entrée. En niveau medium, il y avait l'utilisation en plus de la fonction MySQLi RealEscape qui filtrait certains caractères qui pouvaient mener à des injections SQL, mais malheureusement ça ne filtrait pas tout ce qui était possible d'utiliser pour forger ses propres requêtes SQL. En niveau high, on a vu l'utilisation dans la requête SQL, donc dans le code, le statement limit one. C'est très bien de l'utiliser, mais c'est en général insuffisant. Nous, on la bypass grâce au caractère DS qui permet de le commenter. Donc ces trois niveaux ont pour point commun que la requête était dynamique et donc que le code était mélangé aux données utilisateurs, ce qui permettait en fait de manipuler en tant qu'utilisateur le code SQL. Donc pour se prévenir de ça, la solution ultime c'est quand même les requêtes préparées où une requête statique est utilisée et peu importe ce que l'utilisateur rentrera, les données en fait seront séparées du code et donc ce que l'utilisateur rentrera sera de toute façon interprété littéralement et pas comme du code SQL. Ensuite, il peut être intéressant de rajouter au cas où des mesures supplémentaires telles qu'assainir les entrées utilisateurs, vérifier également qu'il s'agit de ce qu'on attend, notamment si on attend un ID, que ce soit un entier, et également limiter le nombre de résultats renvoyés avec par exemple des outils proposés dans le SQL, notamment l'utilisation du statement limit. Donc voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.